Bonsoir. 1991, une année à brûler comme du mauvais cacao dans le souvenir des producteurs camerounais. Cette année-là disparaissait en effet sous la pression du premier ajustement structurel conclu avec les institutions de Bretton Woods, l'Office national de commercialisation des produits de base, l'ONCPB, mastodonte qui rappelle l'âge d'or de la culture du café, du cacao, du coton au Cameroun. Aujourd'hui, l'encadrement de ces filières est émietté entre plusieurs entités, dont la Société de développement du cacao, Sodecao. Avec 300 000 tonnes par an, selon certains indicateurs fiables, le Cameroun est donc le 4e producteur mondial de cacao. La région du Sud-Ouest, qui fut pendant plus de 2 décennies le principal bassin de production nationale, a perdu son leadership en raison de la crise socio-politique au profit de la région du centre. La saison de mise en terre des plants vient d'être lancée dans la région du Sud par un homme qui, depuis le décret présidentiel du 24 juillet 2018, fait corps avec le feuillage des cacaoyères sans pour autant renoncer au plumage du costume bien coupé d'administrateur civil principal. Je vous parle de Jean-Claude Ekor Akwafane, directeur général de la Sodecao, invité d'Actualité Hebdo ce dimanche. Balade dominicale dans les pépinières pour visiter l'actualité de la filière. C'est une émission que vous pouvez regarder tasse en main, une tasse bien évidemment de bon chocolat camerounais, le chocolat Made in Cameroun. Jean-Claude Ekor Akwafane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Romuald Ngok, et merci pour votre aimable invitation à votre émission. Consommez-vous du chocolat? Bien sûr, je consomme du chocolat comme tout un chacun. C'est un produit qui a des bienfaits certains pour l'organisme. Je crois qu'il ne faut pas s'en priver. Le contraire nous aurait étonné puisque vous êtes le directeur général de la Sodecao. Alors, le cacao camerounais a bon goût, visiblement. Il n'est qu'à voir la valse des grands chocolatiers mondiaux au Cameroun. Et cependant, la production est exportée à environ 80%. Est-ce que dans vos milieux, vous parlez aussi de la transformation locale de ce cacao? Effectivement, je dois dire, puisque vous parlez de la transformation, qu'il y a eu beaucoup de... Le paysage de la filière a beaucoup changé, avec dans le maillon de la transformation de plusieurs acteurs. C'est d'abord le cas de la SIC Cacao qui a augmenté ses capacités de broyage. Vous avez KKM Industrie qui a également ouvert son usine il y a quelque temps, sans oublier Atlantic Cocoa Corporation à Kribi. Donc le maillon de la transformation a connu des mutations importantes, sans oublier la transformation locale qui existe également. Et là, le défi, n'est-ce pas, de la cacao-culture aujourd'hui, c'est d'assurer, n'est-ce pas, la couverture des besoins en matière première de ces unités de transformation, sans oublier le rôle traditionnel, n'est-ce pas, d'exportation des fèves qui assure l'approvisionnement du pays en devises. Parlez-nous un peu de la Sodecao. Vous y êtes directeur général depuis pratiquement 3 ans maintenant. À quoi vous occupez-vous dans la vaste chaîne de ce qu'on peut appeler la chaîne des valeurs du cacao? Il y a plein d'acteurs, on peut les citer, le Conseil interprofessionnel du cacao, l'Office national du cacao, le Fonds de développement des filières du café. Que fait la Sodecao dans ce vaste engrenage? La Sodecao, c'est le bras séculier de l'État en matière de développement de la cacao-culture du Cameroun. Nous sommes positionnés sur le maillon de la production. Nous nous occupons essentiellement de la production du cacao. Le mot production ne rend peut-être pas compte de toutes les activités. Nous avons, n'est-ce pas, des champs sémenciers, nous avons des pépinières, nous avons des champs de production et nous devons alimenter en semences les producteurs de cacao. Donc la Sodecao intervient essentiellement sur le maillon de la production, mais qui va d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur. Vous revenez de la région du Sud, je l'ai dit d'entrée de jeu, en dehors de la mise en terre de ces plants dans la vallée du Nthème. Quelle importance revêt votre descente dans la région du Sud?
Disons que cette descente a connu 3 moments forts. Vous venez de parler du lancement de la campagne de planting dans le département de la vallée du Nthème. Cette action, cette opération a permis au directeur général, n'est-ce pas, de procéder aux gestes techniques de mise en terre du plan. Et le directeur général a saisi cette occasion pour s'adresser à tous les producteurs de cacao afin de leur dire que le moment est venu, n'est-ce pas, de mettre en terre les plants. Vous savez que le choix de cette période n'est pas fortuit. Notre activité est gouvernée par la saisonnalité. Le calendrier agricole. Et là, ce moment correspond à propice, c'est le lancement de la saison. Le lancement de la saison, c'est la campagne de planting. C'est des plants qui sont sortis des pépinières qui vont maintenant chez les producteurs de cacao, qui sont sortis de nos pépinières. Et nous avons également saisi cette occasion pour annoncer que nous mettons à la disposition des producteurs 5 millions de plants cette année contre 4 millions l'année dernière. Et nous avons insisté également sur... Quelle va en être la répartition, s'il vous plaît? La répartition, nous avons 5 bassins de production dans le pays et c'est ces 5 bassins de production qui seront bénéficiaires, n'est-ce pas, de ces plans. Et j'ajoute tout simplement les plans de la Sodecao, c'est des plans de qualité et que les uns et les autres doivent faire attention à la qualité des plants qu'ils utilisent. Nous avons également saisi cette occasion pour faire des annonces. La pépinière d'Ambam qui passe de 50 000 à 100 000 plants. Nous avons également insisté sur l'association vertueuse entre le cacao et le bananier plantain parce que nous nous sommes lancés également dans la production de bananier plantain en raison des avantages sur le plan économique, technique et même la sécurité alimentaire de cette association. Vous avez inauguré aussi, me semble-t-il, un dispositif d'arrosage. Oui, nous l'avons fait au centre Sodecao de Bolova ville. Nous avons effectivement inauguré un dispositif d'arrosage de plants qui est en cubiténaire de près de 5000 mètres, qui a été mis en place par, n'est-ce pas, nos équipes techniques. Je dois dire que nous reviendrons certainement sur la problématique de l'eau. L'eau est devenue le principal, quand je dis l'eau, c'est-à-dire l'absence de l'eau. Par ces temps de réchauffement, oui, par ces temps de réchauffement climatique, l'eau est devenue le principal boulet, le principal frein au développement de la cacaoculture. Dans nos champs semenciers, pour vous donner un exemple, nous perdons entre 40 à 50% de jeunes plants à cause de la sécheresse, à cause du manque d'eau. Nous avons donc pris, n'est-ce pas, la décision, avec le concours des services du Premier ministre, de prendre ce problème à bras le corps. À Ebolova, on a donc construit cette unité dont nous venons de parler, mais le plus important, c'est dans le champ semencier de Coimvon, où nous avons mis en place un réseau d'arrosage des plants qui couvre une superficie de 32 hectares. Ce mécanisme d'irrigation, est-ce que les autres zones de production sont déjà pourvues? Là, c'était le lancement. 32 000 hectares, encore 32 000 hectares, ça ne couvre même pas encore tous les besoins du champ semencier de Coimvon. Et immédiatement après Coimvon, nous devons aller du côté de Mengan parce que les mêmes problèmes se posent, les mêmes difficultés se posent. Je vous ai dit que l'eau est véritablement le boulet, n'est-ce pas, l'ennemi numéro 1 au développement de la cacaoculture. Et après Mengan, nous nous rendrons, n'est-ce pas, à Bomban pour lancer également cette opération qui conditionne vraiment la relance de la cacaoculture de notre pays. Ça, c'est un des problèmes, celui de l'eau. Oui. On parle également du vieillissement des planteurs et des plantations. Oui. Comment réglez-vous cet autre problème? Alors, depuis notre arrivée, nous avons lancé des opérations de régénération, des opérations d'extension dans nos champs semenciers, pour parler d'eux, sur une superficie aujourd'hui de 100 hectares. Donc, à ce sujet-là, nous avons vraiment amorcé la relance de la cacaoculture. Mais comme je vous l'ai dit, nous étions handicapés par cette absence de l'eau. Donc, cette relance, elle est engagée.
C'est vrai que nous partons de très loin. Je vous ai parlé de l'emblématique champ semencier de Coimbon. En 1980, nous produisions 1 200 000 cabosses dans ce champ. 10 ans après, je crois que la production a été réduite à 26 000 cabosses semences, de 1,2 million à 26 000 cabosses semences. Vous comprenez vraiment la dégradation qui a fait suite à la crise. On est en mesure de remonter la pente? Nous avons engagé cette opération. Je vous ai parlé sur le plan agricole des opérations d'extension, de régénération des champs. Et c'est par ce biais-là que nous entendons procéder à cette relance. Mais, vous savez, nous opérons dans un environnement particulier. Une action que vous lancez aujourd'hui ne produit ses fruits que dans 4-5 ans, à condition que vous observiez, n'est-ce pas, toutes les articulations. Ce n'est pas facile, mais nous sommes déterminés à y aller. Et nous avons entrepris déjà ce vaste chantier. Nous l'avons ouvert. Monsieur le directeur général, les planteurs font également face à la mauvaise qualité du matériel végétal, mais aussi la difficulté à se procurer des plants. Que leur dites-vous ce soir à ce sujet? Nous leur conseillons de prendre, n'est-ce pas, des plants de la SODECAO, qui sont des plants de qualité. Et cela est certifié, c'est des plants de qualité. Maintenant, peut-être que notre production ne couvre peut-être pas tous les besoins, mais nous invitons, n'est-ce pas, les producteurs à saisir l'opportunité de cette opération de planting pour s'approvisionner auprès de la SODECAO. Il y a un mécanisme pour accéder pour bénéficier de ces plans? Ils doivent nous faire connaître leurs desiderata et puis nous voyons avec la disponibilité comment arriver à répondre à leurs besoins. Je dois dire qu'en dépit des difficultés que nous accusons au niveau de notre parc, nous mettons les cabosses à la disposition des producteurs contre une modique somme de 50 francs, mais la SODECAO assure la distribution, n'est-ce pas, de ces plants jusqu'au niveau des champs, jusqu'au niveau bord champ. Nous assurons cette distribution. Il y a maintenant la hantise de ce que vous appelez dans votre milieu l'intersaison. Les planteurs sont parfois abandonnés à eux-mêmes à cette période-là. Ils n'ont rien. Et c'est une forme d'angoisse permanente depuis, en tout cas, la dissolution de l'ONCPB. Comment on règle cette question? La dissolution de l'ONCPB a véritablement plombé la filière. Je vous ai parlé de l'évolution d'un Coimbon de 1 200 000 plants. Nous tombons à 26 000 plants. Il est clair que la SODECAO même était fermée, n'est-ce pas, au lendemain de cette crise, n'est-ce pas, des ajustements structurels qui a entraîné le désengagement de l'État du secteur de production. Et la SODECAO a en particulier souffert. Et on n'est pas encore sorti, n'est-ce pas, de cette crise-là qui continue qui a laissé des séquelles qui sont perceptibles jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour l'intersaison, les planteurs n'ont qu'à s'en remettre à Dieu. Disons que j'ai parlé tout à l'heure de l'association vertueuse cacao bananier plantain. Elle est vertueuse en ce sens qu'au plan technique, le bananier assure, n'est-ce pas, l'ombrage du cacaoyer jeune et lui permet de se développer. Au plan économique, le bananier est une plante à cycle court, contrairement au cacao. Donc après quelques mois, vous pouvez déjà jouir, n'est-ce pas, soit consommer, soit vendre, n'est-ce pas, votre production de bananier plantain. C'est une manière de mitiger aussi les difficultés des producteurs. Depuis 2014, on parle de la structuration de ces planteurs en coopérative. C'est une idée qui est toujours d'actualité? L'idée est toujours d'actualité. Je crois qu'avec le ministère de l'Agriculture et d'autres partenaires, on passera, n'est-ce pas, à la phase active, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Mais les producteurs ont tout à gagner par cette structuration, par la mise en commun, n'est-ce pas, des moyens. On a tout à gagner à y aller.
Mesdames et messieurs, vous regardez Actualité Hebdo sur la CRTV. Nous recevons ce dimanche Jean-Claude Ekor Aquafan, directeur général de la SODECAO. Nous allons à présent, monsieur le directeur général, marquer un arrêt pour nous intéresser justement au cacao camerounais. Qu'est-ce qu'il vaut en termes de compétitivité sur le marché? Voilà une question que nous posons à Cyril Kingé dans ce grand reportage. La fève de cacao du Cameroun, couleur rouge brique, saveur et flaveur unique. Elle vaut sur le marché international 300 milliards de francs CFA l'an, selon les chiffres récents de l'Union européenne. Le cacao est un produit d'exportation déterminant pour le développement de notre pays. Il représente 15% de nos recettes d'exportation. Dans le produit de rente, il a un pourcentage de 58,7%. Le cacao est une ressource stratégique pour notre pays. Pourquoi? Parce qu'en devise, c'est la deuxième source de devises derrière l'hydrocarbure. Une récente étude de l'Union européenne a révélé que la filière cacao génère 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Le Cameroun est classé 4e producteur de cacao avec 300 000 tonnes vendues, soit 6% de la production mondiale pour un verger de 4 000 hectares. Le cacao du Cameroun fait la course en tête. Cette année, 12 millions de plants seront disponibles. Le sol du Cameroun a l'avantage de produire le cacao de très bonne qualité. Donc, si on encadrait la production, on aurait un cacao de très bonne qualité. Les belles années avec l'Office national de commercialisation des produits de base, ONCPB, sont passées. Les années noires avec le désengagement des pouvoirs publics ont mis le feu au verger. Désormais, le tableau est gris et l'espoir a permis. Le cacao a sa place dans l'économie camerounaise. Parce que la recherche et développement montre qu'aujourd'hui, on peut faire 3 tonnes à l'hectare. C'est une technique qualité qui est exigeant et qui repose sur ce qu'on appelle le calendrier agricole. C'est-à-dire qu'il y a un moment de l'année, il faut faire le nettoyage des champs précis. Il y a un moment, il faut faire l'insecticide. Au moment, il faut faire le fongicide et le fertilisant. Puis la récolte, la fermentation, séchage, empaquetage, vente. Ouais, voilà l'itinéraire technique. Le cacao du Cameroun, c'est 600 000 familles, 4 millions de producteurs et des prix borchants qui commencent à s'améliorer. 1080 francs CFA au mois de juillet 2020. Les experts souhaitent que l'on transforme 40% de notre production locale. Nous sommes producteurs. L'un des avantages que le Cameroun a, c'est l'un des rares produits dans lequel nous avons la souveraineté de production. Et détenu par le monde rural. C'est-à-dire que c'est détenu par les Camerounais. On ne peut plus accepter que d'autres fixent le prix de notre fève. C'est ça le vrai problème. On a intérêt à gagner le cacao, mais cette fois-là, en nous autonomisant, en devenant les transformateurs au moins de la première étape. Sa coque, utile dans l'aliment du poisson, les engrais et l'énergie à travers le charbon, est une valeur ajoutée au cacao made in Cameroun. Depuis le début de l'année 2021, nous observons une augmentation du nombre de cas positifs au test de coronavirus dans nos formations sanitaires. Pour se protéger, ayons toujours notre masque à portée de main pour l'arborer lorsqu'on est face aux autres populations. Nous devons régulièrement laver nos mains, soit avec un gel hydroalcoolique, ou au besoin de l'eau et du savon. Comment vous réagissez à tout ce qui a été dit? Je voudrais d'abord dire que le cacao camerounais est l'un des meilleurs au monde. Il a des qualités organoleptiques qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est ce qui fait la force du cacao. Nous sommes simplement
pénalisés au niveau des processus post-récolte parce que nous ne maîtrisons pas toujours les problèmes de fermentation, les problèmes de séchage, ce qui nous vaut souvent une décote, n'est-ce pas, au marché international. Mais je crois que nous sommes en train de prendre la mesure de ce problème. Nous-mêmes, nous avons déjà mis en place des prototypes pour la fermentation et le séchage. Autrement, le cacao camerounais est l'un des plus bons au monde en raison de ses qualités organoleptiques qui sont indéniables, la couleur. Je vous annonce même qu'en ce moment, vous connaissiez le poivre de Penja, vous connaissiez, n'est-ce pas, le miel blanc. Qu'est-ce qu'on va connaître bientôt? Ben, écoute, une nouvelle indication géographique qui porte sur le cacao rouge. Je ne peux pas en dire davantage. Alors, j'ai vu tout à l'heure que vous parlez vous-même avec beaucoup de nostalgie de l'époque de l'ONCPB. À cette époque-là, les pistes de collecte étaient très bien entretenues. Ce n'est plus véritablement le cas aujourd'hui. Ce n'est pas toujours le cas, en tout cas, systématiquement. Conséquence, un bassin de production important comme celui du Grand Bam qui compte environ 70 000 tonnes par an et donc très enclavé. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est la volonté ou les moyens ou les deux? Ben, nous avons un problème de moyens. Je vous ai dit que nous partons aussi de très très loin. Nous avons un parc, n'est-ce pas, engin, un véhicule qui est vieux de plus de 30-35 ans. Nous passons la plupart du temps à réparer plutôt que de distribuer. Mais malgré cela, nous faisons des efforts considérables pour la distribution et des plans, du matériel, n'est-ce pas, nécessaire pour la production du cacao. Mais nous n'avons pas encore trouvé l'âge d'or que vous évoquez. Et nous sommes dans une période de transition et j'espère qu'avec les projets en cours agricoles et sur le plan de la disponibilisation de l'eau, nous allons enclencher, n'est-ce pas, la marche vers la relance de la cacaoculture. Ces moyens-là doivent venir d'où? Ben, le Cameroun, la Sodecao est un établissement public, ils viennent de l'État, mais il faut dire que les besoins sont énormes. Si vous avez vu vos images d'un Coimvon, vous avez vu les routes qu'on a tracées dans ce champ semencier, on va continuer ailleurs. Coimvon dans le sud? Dans le sud, oui. Elles sont construites par nos engins. Nous avons des capacités exceptionnelles, n'est-ce pas, à la Sodecao. C'est le problème de moyens qui fait défaut. En 2019, vous avez élaboré un plan de relance de la cacaoculture. Oui. Aujourd'hui, on va dire pratiquement 2 ans après, est-ce qu'on ressent ne serait-ce que des premiers frémissements? Ben, nous avons effectivement élaboré un plan stratégique qui dessinait, n'est-ce pas, pour nous, le chemin à suivre pour arriver à la relance. Le plan se met en œuvre, mais vous savez qu'un plan doit également être financé. Et c'est là où le bas blesse. Mais nous avons commencé à agir sur les principaux leviers qui doivent conduire vers cette relance au plan agricole, dans les champs semenciers. Et nous nous attaquons aussi bientôt aux champs de production parce que nous-mêmes, nous produisons également du cacao que nous vendons, que nous pourrions peut-être transformer demain. Et cette problématique de l'eau qui conditionnait, n'est-ce pas, qui conditionne tout développement. Alors, il y a souvent beaucoup d'idées merveilleuses qui sont vendues comme cela aux Camerounais et aux producteurs dans la filière du cacao. Par exemple, New Generation, avec ce projet, le Cameroun ambitionnait de franchir le cap de 600 000 tonnes en 2020. Mais le constat est que c'est à peine la moitié qui a été atteinte. Est-ce que la filière du cacao est victime de la propagande politique? C'est-à-dire qu'il y a plus d'annonces que de réalisations. Ben, je ne saurais dire, je n'ai pas évalué cette opération à laquelle vous faites allusion, mais je vous ai dit sur le maillon de la production, c'est la Sodecao qui occupe le maillon de la production cacaoyère du Cameroun. Maintenant, les autres travaillent également sur les aspects, j'allais dire, post-récolte. C'est le seul commentaire que je peux faire. Une question sur laquelle vous pourrez répondre avec toute l'autorité, parce qu'elle relève de la Sodecao exclusivement. Face à l'explosion de la demande, vous ambitionnez de tripler
la production en 2027, c'est bien cela? Ben, je dois d'abord vous dire que nous n'avons même pas le choix, parce que la stratégie nationale de développement 2020-2030 nous a assigné des objectifs plus qu'ambitieux, à savoir la production de 600 000 tonnes en 2025. 2025, c'est déjà demain, et le doublement de cette cible en 2030, c'est-à-dire 1 200 000. Que faites-vous et que ferez-vous pour atteindre ces objectifs? Ce que nous ferons, c'est ce que nous avez vu faire en Coimvon, par exemple, que nous allons également faire dans les autres champs, c'est-à-dire des opérations de régénération, des opérations d'extension de nos champs, l'arrosage des champs. C'est cela que nous faisons. Nous sommes simplement pénalisés par une chose, c'est que quand vous posez un acte dans ce domaine, les résultats suivent après 3-4 ans. Donc il y a un décalage entre le moment où vous agissez et ça veut dire qu'il faut accorder toutes les attentions. Maintenant, il faut intensifier ces efforts et puis régler ces problèmes de logistique que nous connaissons actuellement. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi ce que j'ai appelé en début d'émission, l'émiettement de la chaîne de valeur des acteurs du cacao? Là, nous sommes sur le maillon de la production. Nous parlons de production. Et quand nous parlons de production, c'est le domaine de la SODECAO. Certainement, il y a un émiettement, il y a de nombreux acteurs dans la chaîne. Mais en ce qui concerne la production, nous sommes vraiment au cœur des missions de la SODECAO. Dites-moi, le cacao suscite beaucoup d'intérêt. On l'a suivi dans le reportage. Il était d'ailleurs le deuxième produit d'exportation en 2019. Est-ce que vous, les acteurs de la chaîne, vous êtes à l'aise de voir brader la souveraineté de notre cacao à travers la fixation des prix qui ne dépend pas du Cameroun et qui n'est pas contrôlé par le Cameroun? Écoutez, il s'agit là d'un problème de rapport de force entre les consommateurs et les producteurs. C'est le marché qui recule, qui fixe les prix à l'heure actuelle, parce que les producteurs ont certainement des stocks importants. Je crois qu'ils ont beau jeu dans ce bras de fer entre les producteurs et les consommateurs. Maintenant, ce qui est important à noter, c'est que à l'intérieur de notre pays, c'est l'émergence, n'est-ce pas, sur le maillon de la transformation de nouveaux acteurs. C'est une très bonne chose parce que c'est la voie royale qui conduit à l'industrialisation, dans la création de valeur ajoutée et tout cela. Je crois qu'il faut souhaiter que de plus en plus d'acteurs interviennent, n'est-ce pas, sur le maillon de la transformation afin de pulser le développement du pays. Mais que peut faire donc le Cameroun pour inverser la donne, pour inverser ce que vous avez appelé tout à l'heure le rapport de force et avoir un contrôle sur les prix? Ce n'est pas du Cameroun qu'il s'agit, il faut parler des producteurs en général. Les producteurs camerounais? Non, pas camerounais, c'est une affaire... c'est au niveau mondial que se fixent ces rapports de force. Mais nous devons prêcher pour notre chapelle. Oui, nous devons prêcher, mais nous devons aussi agir avec nos frères, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, qui sont les principaux producteurs. Il faut dire que là aussi, nous avons un chemin à faire pour intensifier la coopération et la cohésion de notre groupe. Monsieur le directeur général, cette semaine, la sous-région Afrique centrale a vu partir un de ses dirigeants, le président Idriss Déby Itno. C'est une disparition qui n'est pas sans conséquence sur les questions à la fois de diplomatie, d'économie, d'intégration, ainsi de suite. Le regard d'Augustin Guizana. Place de la nation de N'Djamena. Vendredi 23 avril 2021. Le monde entier dit au revoir à Idriss Déby Itno. Dernier combat du maréchal du Tchad. Idriss Déby Itno, tomber les armes à la main, c'est une perte pour le Tchad, mais aussi pour la sous-région Afrique centrale. Le Tchad est un partenaire très important. Je crois même que c'est le partenaire le plus important du Cameroun dans la zone CEMAC. Le Cameroun se devait de réagir et de témoigner de son affection et de son soutien au peuple tchadien. La disparition d'Idriss Déby Itno laisse en place un conseil de transition militaire dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno développe des enjeux sur la gestion du pouvoir au Tchad et des défis à relever face au terrorisme dans le Sahel et au sein du bassin du lac Tchad. La crise sécuritaire, politique surtout, au Tchad a un impact visible
et immédiat sur le dispositif de sécurité mis en place par les pays de la sous-région dans le cadre de la force multinationale mixte, puisque le Tchad apparaît véritablement comme l'un des maillons forts de ce dispositif-là. Mais je voudrais garder une ligne optimiste, c'est de dire que même s'il y a eu une rupture du processus démocratique, il est avantageux pour le nouveau pouvoir, n'est-ce pas, de maintenir en place et surtout de participer au maillage stratégique de cette région-là, parce que si le Tchad se retire de ce dispositif pour des logiques de sécurité interne, évidemment, le Tchad pourra payer tôt ou tard cette aventure-là. Donc je crois qu'il est de leur intérêt, n'est-ce pas, de continuer de participer, de continuer cet engagement dans les différents théâtres, que ce soit dans le théâtre malien ou alors dans le bassin du lac Tchad. Si les événements d'N'Djamena aiguisent des appétits, les internationalistes s'opposent à une intervention militaire étrangère. On invoque les textes de la CAC, notamment le pacte de non-agression, de solidarité et d'assistance mutuelle. Il est clairement dit que lorsqu'il y a une menace extérieure qui frappe un État membre, les autres États en solidarité doivent venir au secours de l'État agressé. Or, dans le cas d'espèce, il s'agit d'une rébellion interne. Les armes ne sont pas seulement libyennes, ou si vous voulez d'origine non tchadienne, mais également certains combattants ne sont pas tchadiens, c'est clair. Et certainement aussi, il y a des liens avec le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye. Dans tous les cas, les rebelles tchadiens n'ont pas encore dit leur dernier mot. Le Conseil de transition militaire, dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno, lui, a déjà ouvert la voie aux consultations avec les forces vives tchadiennes. Les 18 mois sont ceux de tous les suspens au Tchad. Jean-Claude Akwafan, je rappelle que vous avez une maîtrise en analyse et politique économique, je pense. Alors, de votre point de vue, ce qui se passe au Tchad, est-ce que cela peut aussi avoir des répercussions au plan purement économique en ce qui concerne la filière du cacao? Il est clair que ce qui se passe au Tchad va impacter, n'est-ce pas, dans la vie nationale, mais je ne vois pas très bien le rapport avec la filière de cacao. Même si dans d'autres domaines sécuritaires ou autres, on peut imaginer que cette situation aura un impact. Au plan structurel, il est envisagé depuis quelques années la fusion de la plupart des entités de la chaîne de valeur du cacao. Est-ce que cette perspective-là ne fait pas sombrer la SODECAO dans une sorte d'inquiétude, une angoisse même, des lendemains incertains? Écoutez, nous avons une mission. Nous nous préoccupons de la mettre en œuvre et nous n'avons vraiment pas assez de temps pour des spéculations. Maintenant, les pouvoirs publics prendront les décisions qui conviennent et chacun aura, n'est-ce pas, à s'adapter, à les respecter, à les suivre. Le Cameroun est un État organisé et donc il y a des instances qui traitent de ces problèmes. Et nous ne passons pas tous les jours à penser à cela. Nous sommes plutôt préoccupés par les tâches opérationnelles qui nous attendent. Autrement dit, vous êtes pour cette consolidation des acteurs autour d'une superstructure? Mais si on avait à donner notre avis, je pense que c'est toujours bien d'aller vers le regroupement des forces, des énergies. Mais comme je le dis, c'est une question qui relève plutôt des instances supérieures. Alors, les planteurs qui vous regardent ce soir, qu'est-ce qu'ils doivent retenir, par exemple, de l'avenir du cacao camerounais? Ben, je pense que le cacao camerounais a de beaux jours devant lui. Je vous ai parlé déjà de ce qui se passe sur le maillon de la transformation. C'est une très bonne chose parce qu'il va falloir qu'on assure l'approvisionnement. Ça garantit déjà, n'est-ce pas, pour les producteurs à marché, n'est-ce pas, de la valeur ajoutée. C'est une très très bonne chose. Et je crois que nous avons de beaux jours devant nous. Nous devons continuer à produire sans oublier qu'il y a aussi une transformation artisanale
et continuer à exporter. Je voulais terminer en rappelant que j'ai eu à accompagner le ministre du Commerce il y a quelques jours dans le périple qu'il a effectué, n'est-ce pas, dans pour la distribution de l'aide présidentielle prime qualité. Et ça, c'est une action qui a été fortement appréciée, je peux en témoigner puisque j'ai été avec le ministre. Je crois que des actions de ce genre sont de celles qui peuvent redonner du moral à nos producteurs. Il faut continuer. Puisque vous parlez de transformation, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui? Que faut-il pour que cette transformation-là structure un véritable label Cameroun au plan du cacao? Ben, nous avons déjà une industrie, c'est une entreprise camerounaise, nous avons notre cacao. Maintenant, il va falloir qu'on puisse produire non seulement pour l'exportation, mais également pour nos supermarchés, pour ceci. Je crois que c'est une voie que nous devons poursuivre. Ça va demander un peu de temps, mais il faut espérer que toutes ces unités qui se mettent en place vont s'affirmer et se consolider et jouer un rôle considérable dans le développement de l'économie cacaoyère du pays. Parlant de ce développement et de l'avenir, les jeunes constituent un maillon essentiel. Oui. Visiblement, le cacao ne les fait pas courir. Pourquoi et que faites-vous pour intéresser les jeunes à cette activité? Mais disons qu'on a parlé de plan stratégique tout à l'heure. Nous avons un programme qu'on a appelé amélioration de l'attractivité, n'est-ce pas, de la cacaoculture. C'est un programme qui devrait nous conduire vers de nouvelles cibles, c'est-à-dire d'abord les collectivités territoriales décentralisées, les élites d'affaires administratives, vous-même. Je crois que nous allons venir également vers vous, vers vos collègues, vers les fonctionnaires pour les intéresser à cette culture. Et je crois que parmi ces nouvelles cibles, les jeunes représentent, n'est-ce pas, le maillon le plus important. Il va falloir aller vers eux. Ce qui caractérise la jeunesse, c'est aussi le manque de moyens. Il faudrait, en allant vers eux, veiller, n'est-ce pas, à un accompagnement qui puisse véritablement les intéresser à se lancer dans cette spéculation. La décentralisation, vous l'avez déjà intégrée dans le fonctionnement actuel de la SODECAO en revoyant, par exemple, le rapport avec les collectivités territoriales décentralisées. Est-ce que vous avez des actions spécifiques que vous menez ou que vous comptez mener avec Nous comptons mener, il y a un an, avant même la promulgation de différents textes, le ministre en charge de la décentralisation m'a fait l'honneur de me recevoir. Nous avons évoqué, n'est-ce pas, les possibilités de coopération avec les collectivités territoriales décentralisées. Je crois que c'est là un des domaines vers lesquels nous devons aller pour arriver véritablement au développement de la cacaoculture de notre pays. On ne peut pas passer sous silence la situation dans le bassin du Sud-Ouest qui est préoccupante. Comment vous allez faire pour relancer la production de ce côté? Il va falloir recommencer par le commencement. Comme nous l'avons fait en Coimbo, on a eu des ravages. Vous partez de 1 200 000 cabos à 26 000. C'est une catastrophe. Il va falloir recommencer là aussi à zéro et pour repartir et construire une économie cacaoyère. Je voudrais vous annoncer également que nous nous sommes même rapprochés de la région de la Damawa. Avec la bénédiction du ministère de l'Agriculture, on essaie de lancer, n'est-ce pas, des initiatives dans le sud de la Damawa pour voir dans quelle mesure nous ne pourrions pas nous implanter dans cette région. Et donc, s'agissant, pour sortir du sud-ouest, la réflexion est-elle déjà engagée au niveau de la SODECAO ou alors il ne s'agit là que de bonnes intentions que vous formulez? Elle est plus qu'engagée parce qu'il est même prévu des descentes dans cette région incessamment. Mais tout est conditionné également par, n'est-ce pas, la situation sécuritaire, je crois. Très bien. Alors, dites-moi, Jean-Claude Ekorokwafan, est-ce qu'il vous arrive d'aller surfer sur les réseaux sociaux,
Je ne suis pas un grand amateur des réseaux sociaux, mais comme tout le monde, on est envahi par le flot d'informations, le flot de nouvelles qui empruntent ce canal, ce canal-là. Bon, je vous propose de nous y retrouver en un clic pour suivre la chronique sociale de Franck Evina, L'Air du temps. Cette semaine, il s'interroge sur le viol et la violence dans le discours politique, le viol des foules naturellement, pour reprendre une expression du sociologue Serge Tchakotine. Le viol et la violence donc dans le discours politique au Cameroun, comment cela se traduit dans les réseaux sociaux? Franck Evina. Certains la comparent à une arène, un espace de combat où la violence règne. D'autres parlent de scène, avec comme enjeu la conquête du pouvoir. Jusqu'ici, rien de bien méchant, tant que tout se déroule dans les règles de l'art. En effet, l'erreur, c'est de croire que le jeu politique ne connaît pas l'éthique. La politique désormais apparaît comme un terrain de règlement de comptes parfois personnels entre acteurs politiques. C'est la raison pour laquelle les organisations de la société civile qui ont pour objectif la promotion de la démocratie doivent efficacement jouer leur rôle avec des médias traditionnels qui sont des médias crédibles. Et également, un travail de censure doit être fait au niveau des médias sociaux, à savoir que l'État doit retirer systématiquement des contenus qui vont dans le sens de l'insulte et de l'invective. Dans cette arène politique où tous les coups sont permis, l'invective est une arme de destruction. Mettre hors de course l'adversaire ou le camp opposé, peu importe le moyen utilisé. Vidéomontage, vilipendage, chantage. À la guerre comme à la guerre. Face donc à la vacuité de certains projets politiques portés par des hommes politiques, entre guillemets, qui investissent notre scène, ils n'ont pour seul argument que l'invective, que le discrédit de certains acteurs. Essayer d'analyser les profils de ceux qui s'affrontent, c'est quelquefois des leaders de la société civile, une société civile qui est très faiblement structurée chez nous, qui sont face à des hommes politiques parfois qui sont titulaires d'un mandat. Mais où sont donc passées les armes conventionnelles du jeu politique qui demeure avant tout un choc d'idées? Ne dit-on pas que l'injure c'est l'argument des faibles? Les hommes politiques s'appuient sur des, entre guillemets, je dirais, des stratégies qui visent beaucoup plus à discréditer davantage l'adversaire. Pourtant, l'objectif est de présenter un projet politique alternatif qui bat en brèche les arguments proposés par votre adversaire. Les réseaux sociaux amplifient la dérive, certains médias classiques aussi, adeptes du sensationnel et des débats poubelles. En arbitre un public qui se désintéresse de plus en plus du jeu politique. Les médias ne sont pas neutres dans cette politique. Il faut analyser les profils des panélistes qui sont invités, les titrailles des émissions et même les sujets qui sont mis à l'ordre du jour, les sujets qui sont mis en débat, démontrent clairement que les médias ne sont pas neutres dans des batailles politiques. Alors, chers acteurs de la scène politique, débattez, ne vous battez plus. Attention, attention, Bayam Salam, commerçant Asso. Le coronavirus est encore parmi nous. Respectons les mesures barrières. Portons le masque chaque fois qu'on a un de nos assos devant nous. Lavons-nous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Un commentaire ou deux sur l'élément que nous venons d'écouter? Un seul commentaire, c'est vraiment triste. Nous sommes loin, n'est-ce pas, des temps où, dans votre métier, on parlait du caractère sacré des sources d'information. Ce qui se passe est tout simplement, je ne sais pas comment dire, malheureux. Et c'est même la cohésion sociale, la paix qui sont menacées, n'est-ce pas, par les dérives que nous enregistrons, sans parler des problèmes interindividuels.
Je ne sais pas, est-ce que nous pourrons un jour reprendre la main? C'est la grande question que je me pose. J'ai l'impression que les choses vont en s'aggravant. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra opérer, n'est-ce pas, un retour en arrière. C'est la grande question que je me pose. Une grande question également qu'on pourrait vous poser, Monsieur le Directeur Général. Comment vous utilisez, vous, les facilités offertes par les réseaux sociaux, par Internet, dans l'activité de la SODECAO? Nous utilisons ces facilités dans le cadre du travail pour faciliter la communication, n'est-ce pas, entre les différentes structures. Nous utilisons effectivement ces possibilités-là. Vous avez signé une convention, je crois, de partenariat avec le guichet unique du commerce extérieur. Oui. Cela consistait à quoi? Alors, le guichet unique, vous savez que une partie du cacao camerounais est exportée et le guichet unique est la structure qui suit, n'est-ce pas, le déroulement de ces opérations et rétribue aux différents partenaires, n'est-ce pas, les enveloppes qui leur sont destinées. Nous avons signé avec tous les partenaires de la cacao-culture sous l'égide du ministère du Commerce qui est, n'est-ce pas, à l'aval de la filière du cacao. Et les retombées aujourd'hui sont déjà visibles, appréciables? Oui, c'est-à-dire que les différents partenaires perçoivent une partie des recettes d'exportation du cacao. C'est de cela qu'il s'agissait. Jusqu'ici, ce service était gratuit, mais on a signé une convention qui a prévu aussi de financer même les activités du GUS et qui s'occupe, n'est-ce pas, de la rétrocession aux différents partenaires, comme je l'ai dit, des recettes issues de... Vous regardez toujours Actualité Hebdo, la grand-messe dominicale d'actualité au Cameroun et sur la CRTV. Nous retrouvons à présent nos internautes sur les plateformes de la CRTV qui ont envoyé également cette semaine un abondant courrier. On va recenser quelques questions retenues par Daniel Mouadoumé de la rédaction web en direction du directeur général de la SODECAO. Pourquoi la SODECAO actuelle n'aide plus les cultivateurs comme nous l'avons vu au temps de nos parents dans les années 70-80? C'est une question de Daniel Ondoa. Daniel a parfaitement raison. Dans les années 70, nous avions une SODECAO qui disposait de moyens, des atouts, un parc de près de 350 engins et véhicules. Mais la crise est passée par là. Nous sommes en train de renaître de nos cendres. Et les aides maintenant consistent à quoi? C'est-à-dire des dons gracieux pour des plans. Et même quand nous assurons la distribution des plants par nos moyens, nous apportons également des aides, n'est-ce pas, pour, j'allais dire, des petits outils, des produits phytosanitaires. Vous avez vu, lorsque nous étions à Mbam l'autre jour, nous avons effectué certaines distributions. On le fait également à l'occasion n'est-ce pas, des foires qui sont organisées par des coopératives. Mais tout cela demeure insuffisant. C'est également une illustration de la modicité des moyens de la SODECAO. Mais nous sommes engagés à aller avec les jeunes. On ne peut pas se passer de cette branche-là dans le processus, n'est-ce pas, de relance de la cacao-culture. Vous avez beaucoup parlé de la question des engins. Oui. Est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, mettre sur pied un plan ou un programme d'acquisition des engins, des équipements? Je crois que ce qui fait problème, c'est surtout la finance, ce serait le financement. Mais nous avons déjà saisi qui de droit porter la question aux instances qui sont très très attentives et nous avons bon espoir que nous aurons des réponses pertinentes. Quand vous dites qui de droit, vous faites référence à qui? À qui de droit? À votre ministère de tutelle ou
à des instances situées un peu plus au-dessus. À qui de droit? Autre question, et c'est la deuxième. Oui. Comment se porte la filière cacao aujourd'hui pendant le Covid? C'est une question de Thierry Yanon. Pendant le Covid, disons qu'au niveau de la SODECAO, par exemple, nous avons organisé des tests pour l'ensemble du personnel. Nous avons essayé de dégager des moyens pour la protection des ouvriers, des agents. Maintenant, les agriculteurs vont au champ. Je crois que l'impact n'est pas... Ils vont au champ. Nous les avons trouvés au champ et nous étions avec eux. Bon, maintenant, à l'occasion, nous sensibilisons, mais ils continuent à produire. Autrement dit, le Covid-19 n'a pas couvert d'un masque l'activité dans votre filière? Non, l'activité n'est pas morte, les gens continuent de travailler. Mais il y a une sensibilisation sur les mesures à prendre pour éviter, n'est-ce pas, des contaminations. Autre préoccupation, le Cameroun manufacture en quantité suffisante des produits dérivés du cacao et du café. Est-ce que cela suffit à la demande? La question n'est pas très précise. Manufacture des produits dérivés du cacao. Oui, je pense que cet internaute veut parler de la transformation. Est-ce que cette transformation-là suit et répond à la demande des Camerounais? Je crois que c'est un phénomène récent. Il est trop tôt pour évaluer tout cela. Parce que, mais je dois dire que les transformateurs chez nous se spécialisent dans les semi-produits. Ce n'est pas encore les produits finis. Mais nous avons une ambition chez nous, n'est-ce pas, d'aller jusqu'à la production des produits finis qu'on pourrait retrouver, n'est-ce pas, dans nos supermarchés et autres. Nous avons cette ambition à condition que les moyens suivent. Mais ces gros transformateurs se spécialisent, n'est-ce pas, dans les semi-produits. Monsieur le directeur général, dans ce contexte, on va dire, de morosité de l'environnement du cacao, quel est le message d'espoir qui pourrait venir de la SODECAO ce soir? Alors, le message, c'est quoi? Le message, c'est que la SODECAO est passée par une situation très difficile. Elle est en train de renaître de ses cendres. Elle voudrait être debout. Elle est debout. Son ambition est d'être debout et accompagner, n'est-ce pas, les producteurs dans cette marche-là. La SODECAO, nous l'avons dit, le cacao, c'est un produit stratégique et le développement du Cameroun est étroitement lié, n'est-ce pas, à la situation, au climat, n'est-ce pas, qui règne dans cette spéculation. C'est le deuxième pourvoyeur de devises. Mais le message que nous lançons, c'est qu'il faut aller à la cacaoculture, surtout que les opportunités nouvelles sont là, avec la transformation des produits. Je crois que nous allons, n'est-ce pas, les producteurs vont engranger des revenus conséquents. C'est la voie du développement du pays. Donc, c'est le message que nous lançons, à savoir, plus que jamais, engageons-nous, n'est-ce pas, dans la production du cacao. Alors, je voudrais qu'on termine un peu par vous-même, Jean-Claude Eko Aquafan. Lorsqu'on a une carrière comme la vôtre, je rappelle que vous êtes administrateur civil principal hors échelle, et donc le sommet dans votre profession. Vous avez été DAG, mais également conseiller technique à la primature. C'est exact. Secrétaire général des ministères, notamment au MINADER, ce qui représente le plafond dans l'administration. Alors, quand on a une telle carrière, est-ce qu'on attend encore quelque chose? Est-ce qu'on attend quelque chose? Je crois que je pense surtout à ce qu'on peut donner pour le pays. Et maintenant, nous nous trouvons à la SODECAO, n'est-ce pas, à la tête d'une structure qui devrait avoir un impact dans le développement de notre pays. Voilà ce qui meuble jusqu'à nos rêves de tous les jours. Que pouvons-nous faire pour
la relance de cette spéculation de ce secteur. C'est cela qui nous préoccupe chaque jour. Monsieur le directeur général de la SODECAO, on ne peut pas défricher, vous imaginez bien, toute la cacaoyère d'actualité de votre secteur en un entretien. Au besoin, revenez peut-être en fin de saison. Nous reviendrons pour un bilan. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation d'Actualité Hebdo ce dimanche. C'est moi qui vous remercie pour votre aimable invitation. À très bientôt. Merci à vous-même, mesdames et messieurs, d'avoir regardé cette autre édition d'Actualité Hebdo sur la CIR TV. L'actualité, c'est ici. Bonsoir.